Bonsoir à tous. Bonsoir. Il est 20 h, donc on va pouvoir commencer. Déjà, merci beaucoup pour votre présence. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans ce lieu un peu atypique pour cette conférence. Comme vous le savez, au Patriote, on met en place un cycle de conférences une fois par mois. Et toujours dans l'actualité. Donc on a fait la première sur l'OTAN, parce que la situation géopolitique, effectivement, était brûlante à ce sujet-là. Et on constate que l'actualité, en termes de pouvoir d'achat des Français, en termes de pouvoir d'achat des entreprises, le prix de l'énergie qui flambe, ça va pas tenir longtemps, parce que les Français commencent à tirer la langue, les entreprises commencent à tirer la langue, et on s'achemine vers une grave crise sociale. Et donc on pense que c'est pertinent d'aborder ce sujet-là aujourd'hui. Ce sujet-là, on va en prenant du recul, bien sûr, en retraçant l'historique de la perte d'indépendance énergétique de la France, des choix politiques criminels qui nous mènent dans cette situation catastrophique aujourd'hui. Donc on va discuter de tout ça, et notre invité aujourd'hui, c'est Kevin Gauthier. Kevin Gauthier, il est membre du pôle d'expertise des Patriotes, il est doctorant en chimie des matériaux, et il est spécialiste des questions de politique énergétique. Donc il va nous présenter tout ça. Merci beaucoup pour ta présence, on peut l'applaudir. Merci pour l'invitation. Je vais te laisser nous présenter tout ça maintenant. Merci encore pour l'invitation et d'en faire partie pour vous présenter un peu ces enjeux de politique énergétique, de savoir aussi comment on en est arrivé là. Mais juste avant, on parle beaucoup d'énergie à la télé, les chaînes d'infos ont que ce mot en bouche. Mais qu'est-ce que c'est l'énergie? Parce que bon, est-ce qu'on sait vraiment le définir? En fait, ça vient du latin, mais ça on s'en fiche un peu, ça veut dire force en action. Et en fait, tout est dans le mot. Ça veut dire quoi, force en action? Ça veut dire, et c'est la définition du dictionnaire, c'est la capacité d'un corps ou d'un système à produire un travail mécanique ou son équivalent. C'est un peu barbare, mais en fait, on comprend bien que si on a le vent qui vient exercer une force sur les pales d'une éolienne, ça va transmettre une énergie, une force motrice pour faire tourner l'éolienne. Et c'est vraiment ça l'énergie, c'est la capacité d'un système, donc ici le vent, qui va venir faire tourner des pales d'une éolienne. Ou il y a plein d'autres sujets aussi, pour un moteur et tout. Et donc, il y a quelque chose aussi qui est fondamental, c'est qu'en physique, et donc partout ailleurs, on ne peut pas créer de l'énergie, on ne peut pas en détruire. Donc déjà, quand on parle de sobriété énergétique, quand on parle d'économiser de l'énergie, c'est du bullshit, ça ne veut rien dire. Parce qu'on ne peut pas en créer, on ne peut pas en détruire. C'est juste savoir mieux les transformer. C'est-à-dire, si vous allumez votre radiateur électrique, il va produire de la chaleur, une énergie sous forme de chaleur. Mais nous, on ne veut juste pas la perdre, donc là, c'est des déperditions de chaleur. Mais donc, il faut mieux isoler notre maison, c'est tout. Mais en soi, la chaleur, elle va juste partir dehors. Elle ne va pas se perdre. Faut vraiment comprendre ce principe de création-destruction d'énergie qui est impossible, parce que sans ça, en fait, on passe à côté du sujet. Donc en réalité, tout ce blabla des médias là, à nous dire économie d'énergie, là, le changement d'heure, ce week-end, est-ce que ça fait des économies? Ça n'a aucun sens. C'est juste être plus efficace, avoir des systèmes énergétiques qui sont plus efficaces. Donc, transmettre du vent et l'éolienne tourne plus vite, de façon plus efficace, là, ça a des vrais enjeux. Avoir une énergie nucléaire qui produit de la chaleur, comme beaucoup de centrales, le but, c'est que toute cette chaleur serve à faire tourner la turbine, puis l'alternateur et la turbine. Et donc, tout ça, c'est des enjeux de rendement énergétique, pas des enjeux d'efficacité, de création d'énergie ou autre. Donc, si on a déjà ça en tête, on va pouvoir avancer ensemble. Et donc maintenant, l'électricité, je l'ai un peu appelée l'or invisible, déjà parce qu'on ne la voit pas, et de demain parce que en fait, ça va être la vraie bataille de demain. Déjà, il faut comprendre que l'électricité, ce n'est pas de l'énergie, c'est une forme d'énergie. On peut aussi la produire, ça on y arrive évidemment dans les centrales thermiques, les centrales nucléaires. La petite dynamo du vélo, c'est de la production d'électricité, mais elle se transporte dans les câbles électriques. Par contre, elle ne se stocke pas. Elle ne peut pas se stocker l'électricité par définition, même pas dans des batteries. Dans des batteries, c'est de l'énergie dite chimique. Et donc en fait, déjà, il y a des conversions d'énergie. On va perdre de l'énergie rien qu'en la stockant dans des batteries. Alors on va perdre 20% d'énergie. Mais 20% mis bout à bout, ça peut être énorme. C'est pour ça, déjà, l'histoire des batteries, ça peut être aussi problématique pour cela. Il y a encore plein d'autres raisons.
Mais il faut bien aussi avoir en tête que ça ne se stocke pas. Et puis en plus, l'électricité qu'on consomme là actuellement, elle est produite instantanément. C'est-à-dire qu'elle est transportée de la centrale, on va dire nucléaire en France, au vidéoprojecteur actuellement, de façon instantanée, et elle est consommée instantanément. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de stock d'électricité, il n'y a pas de délai. Donc pour la production d'électricité en France et dans le monde, il faut être capable de prédire la consommation des Français pour éviter justement ces phénomènes de blackout, de coupure d'électricité. Mais on ne peut pas en surproduire non plus. Si on en surproduit, c'est du gâchis. Donc là, ça ne sert à rien. Et donc, comme je vous l'ai dit, il y a tous les moyens de production d'électricité en France, sauf une exception, les panneaux solaires, fonctionnent sur le même principe. C'est un fluide, ou donc de l'air chaud souvent, qui va faire tourner des pales d'une turbine, puis un alternateur avec des aimants, et ça va produire de l'électricité. C'est comme ça que fonctionnent toutes les centrales thermiques, les centrales nucléaires, sauf le panneau solaire, c'est un peu plus complexe, plus physique, je ne veux pas en parler. Ce qui va changer, c'est juste ce qui met en mouvement la turbine. Donc pour des pales d'éoliennes, c'est juste le vent, mais pour une centrale, que ce soit thermique, nucléaire, donc centrale thermique, j'entends combustion du gaz, combustion du pétrole ou du charbon. Ce qui va changer, c'est juste, on fait chauffer de l'eau, et c'est le principe d'une cocotte minute. Le fait de la mettre sous pression va faire transférer un travail qui va mettre en mouvement la turbine, et ensuite, ça va faire fonctionner l'alternateur. Et donc, souvent, on fonctionne par principe de chaleur, parce que c'est beaucoup plus facile à faire fonctionner. Et donc, c'est ce principe-là, c'est de la transformation de la chaleur vers la turbine qu'on nous demande d'économiser. Mais ça, on en est tous incapables. Et donc là, c'est plutôt le rôle de l'ingénieur de savoir comment augmenter de façon efficace ces rendements de conversion entre la chaleur produite par un réacteur nucléaire et sa production d'électricité. Ou l'éolienne, ce qui est encore pire au niveau rendement. Mais on nous demande aussi d'en produire toujours plus. Et c'est ça la problématique. Pourquoi ? Parce que là, d'ici 2035, je vais en revenir juste après, il y aura interdiction de vendre des véhicules thermiques et hybrides en Europe. Donc ça veut dire véhicules électriques, on n'a plus trop de choix. Ou le vélo, sinon. Mais ça veut dire qu'il va falloir produire de l'électricité. Comment ? Avec quoi ? On nous dit déjà cet hiver, il va falloir se serrer la ceinture, baisser le chauffage à 19 degrés, mais les véhicules électriques, ils vont faire comment, quoi ? On nous parle aussi beaucoup d'hydrogène. On nous promet le ciel avec l'hydrogène. C'est un peu plus compliqué que ça, parce que pour fabriquer de l'hydrogène, on peut utiliser du pétrole. Je ne sais pas si les écolos sont au courant, mais 96% de l'hydrogène, de la production mondiale de l'hydrogène, c'est du pétrole, c'est du gaz, c'est du méthane. Il n'y a que 4% dit hydrogène vert, c'est avec de l'électricité et de l'eau. Mais ils ont peut-être oublié ça. Donc enfin, il y a toujours une question d'échelle, c'est-à-dire à notre échelle, à l'échelle de la maison, on va nous vendre du logement autonome, super passif, avec de l'isolation à fond, etc. Mais ça, c'est valable pour une maison, mais pour l'ensemble d'un pays avec 40 millions de foyers, ça ne tient plus déjà. La même chose, ça c'est un exemple en Vendée de production de l'hydrogène dit propre. Ça c'est vraiment leur plaquette de communication en Vendée. On va utiliser des éoliennes qui sont en Vendée, des barrages hydrauliques, du photovoltaïque, on va créer de l'hydrogène là avec de l'eau. On fait passer de l'électricité dans l'eau, ça produit de l'hydrogène, de l'oxygène qu'on relâche dans la nature. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et on va faire de la mobilité douce, vous voyez, une mobilité décarbonée, voilà, même un paquebot à hydrogène, ce qui n'existe pas encore aujourd'hui, mais c'est complètement utopique. Ça, c'est bien aussi, mais à l'échelle d'une paillasse de labo, à la rigueur, à l'échelle d'une petite ville de 20 ou 30 000 habitants. À l'échelle d'un pays, c'est impossible. On ne peut pas faire ça. Si vous n'avez plus de vent, vous le produisez comment, votre hydrogène ? Si vous n'avez plus de soleil, vous le produisez comment, votre hydrogène ? Et ça, en réalité, ça arrive souvent, qu'il n'y ait plus de vent et plus d'hydrogène. Là, ici, vous avez, alors c'est un peu technique, mais vous avez la production d'électricité, si vous la rangez au cours du temps. En fait, au bout de 80% de la production annuelle d'électricité d'origine éolienne, elle est fabriquée en seulement 6 mois de l'année. Donc, ça veut dire que les 20% restants ici, vous avez 6 mois pour les produire. Mais il y a une disproportion énorme. C'est encore pire pour le solaire. Le soleil, vous produisez les mêmes 80% de l'électricité, mais en seulement
22% du temps, c'est-à-dire même pas un trimestre. Les 3 autres trimestres, on fait quoi? On ne roule plus à l'hydrogène. On fait quoi? On ne se chauffe plus. On fait quoi? On allume des usines à charbon. C'est ce que fait l'Allemagne, justement, pour cet exemple. Donc, oui, il y a des solutions qui existent pour rendre plus autonome la maison, être dépendant en termes d'alimentation en eau, en électricité, donc les moulins à vent, les petits barrages hydrauliques, pour produire de l'hydrogène vert. Mais est-ce que c'est vraiment applicable à l'échelle d'un pays? Et c'est un peu notre objectif aussi aux Patriotes, c'est de proposer une politique énergétique, mais à l'échelle nationale. Puisqu'on n'est pas juste là pour défendre nos propres intérêts, mais défendre les intérêts de la nation. Tous ces modèles-là, ça ne tient pas. Et je peux vous l'assurer en étant catégorique, il est déjà impossible de produire de l'hydrogène vert dans des quantités industrielles, et il le sera impossible à tout jamais. Ça, faut bien imaginer. Chaque année, on en consomme quand même 50 millions de tonnes, c'est énorme. Ça produit 10 fois plus de CO2, donc à peu près 500 millions de tonnes de CO2 qui est produite par le simple fait de produire de l'hydrogène. Et donc, comme je vous disais, il n'y en a que 4% qui est vraiment vert, qui ne dégage pas de CO2. Et donc, si on veut faire ça en plus qu'avec de l'éolien, qu'avec du solaire, en gros, qu'avec des énergies renouvelables intermittentes, en fait, on ne va jamais s'en sortir. Parce que les entreprises là, qui l'utilisent, l'hydrogène, donc c'est beaucoup la pétrochimie, donc même un peu de métallurgie, mais c'est pour faire des engrais d'ammoniac, du raffinage de pétrole. Si vous coupez le solaire, donc comme on a vu au bout d'un trimestre, les 3 autres trimestres, on met au chômage technique toutes les personnes qui travaillent dans la raffinerie. C'est pas tenable, en fait. Donc c'est pourquoi l'hydrogène vert, dans des quantités industrielles, c'est pas possible. Alors oui, dès qu'il y a une éolienne, on peut en fabriquer, mais l'industrie, elle peut pas dépendre que de cette solution. Et là, je vous parle juste des utilisations actuelles de l'hydrogène. Maintenant, on veut même utiliser l'hydrogène pour le transport, donc faire une voiture à hydrogène. Donc ça demande d'en produire encore plus que 50 millions de tonnes par an. Mais là, c'est complètement utopique. Là. Il faut abandonner cette idée d'utiliser l'hydrogène dans les transports. Ça ne sera impossible avant, je dirais, la fin du siècle. Donc on a le temps de voir en 80 ans. Donc maintenant, avec ce petit postulat posé, je vais vous parler un peu de l'historique de la politique énergétique, globalement le XXe siècle, parce que avant la révolution industrielle, fin 19e, il n'y avait pas grand-chose. Donc on a monté en puissance notre industrialisation, on a utilisé des machines-outils pour mieux produire. Ça s'est développé en Angleterre, puis ensuite dans toute l'Europe, et puis enfin dans tout le monde. Et on a utilisé les énergies fossiles pour ça, parce que on ne savait faire que ça à l'époque. Là, je vous parle de quelque chose dans les débuts des années 1900. Le nucléaire, ça n'existe pas. Le photovoltaïque, l'éolien, ça existait par les moulins, mais on ne savait pas en produire de l'électricité. On savait tout juste ce qu'était l'électricité à l'époque. Et donc en parallèle, on a commencé à développer un réseau électrique en France. C'est assez tardif, on est dans les années 30 ici, où ça s'est développé des réseaux d'électricité par îlot en France. Puis ensuite, on s'est dit, il faut peut-être l'interconnecter, parce que c'est quand même plus logique. Mais la date clé, c'est vraiment la fin de la Seconde Guerre mondiale. À partir de là, il y a vraiment une impulsion des gouvernements de faire tout ce qui suit et de développer notre politique énergétique actuelle, notre parc de production d'électricité actuelle. Avant même la fin de la guerre, on est en mars 1945, Raoul Dautry, que vous connaissez peut-être, un ministre pendant le gouvernement provisoire de la République française, ministre de la Reconstruction, a présenté au général de Gaulle l'utilité du nucléaire pour la reconstruction, justement. Et il n'en a pas fallu très longtemps, juste après la fin de la guerre, en octobre 1945, on a créé le commissariat à l'énergie atomique, qu'on appelle le CEA, et dirigé par Frédéric Joliot-Curie, donc un des fils lui, le mari de Joliot-Curie, fille de Pierre et Marie Curie. Et dès 1946, on s'est dit, on va nationaliser toutes les entreprises qui font de l'électricité. Donc là, c'est création vraiment d'un monopole, mais national, de production d'électricité. Et dès 1948, donc vous voyez, 3 ans seulement, il a fallu pour créer la première pile atomique en France, donc qui produit de l'électricité. La pile Zoé, qui était nommée, qui était exposée à Paris. Et dès 1955, on a créé la commission Payon, donc Payon pour production d'électricité d'origine nucléaire. Donc là, il y a vraiment une succession avec la création du CEA, donc de créer un pôle d'ingénieurs pour concevoir les nouvelles centrales nucléaires. Alors c'est passé tout d'abord évidemment par les centrales nucléaires qui produisaient du plutonium,
pour des fins militaires. Mais dès lors qu'on en a eu suffisamment pour acquérir notre plutonium pour des fins militaires, on a tout de suite électrifié ces centrales. Et dans les années 70, là c'est vraiment la grosse industrialisation du programme électronucléaire avec des financements qui sont garantis par l'État. Donc là c'est vraiment ce qu'on entend, les plans de sauvegarde, les plans de garantis par l'État actuellement grassement payés par le Covid, ben, ils ont fait la même chose pour le nucléaire. Et ça a marché. EDF s'est pas endetté, maintenant on a nos propres centrales nucléaires, elles n'appartiennent pas à l'étranger. Ça a été, mais vraiment fondamental ici. Et on arrivait à sortir une centrale nucléaire par an à ce moment-là. Et donc justement, pour arriver donc à un parc nucléaire actuel, en 2019, donc qui est ici, donc 56 réacteurs nucléaires, il me semble, avec un en construction, le PR de Flamanville, évidemment, Flamanville 3. Et la dernière mise en service, c'est quand même 2002, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas mis en service une centrale nucléaire en France. Il faut l'avoir en tête pour la suite. Et évidemment, bah, maintenant, il y en a deux en moins, hein, Fessenheim, 2020, leur fermeture, du premier réacteur puis du second, où Elisabeth Borne s'en félicitait d'ailleurs. Hein. Maintenant, j'espère qu'elle s'en félicite plus. Mais en même temps, si on fait le parallèle de leurs âges, bon, bah, on voit, 20 ans la dernière centrale nucléaire mise en service, donc forcément elle a plus de 20 ans, bah, 20 ans. Et toutes les autres bah, sont beaucoup plus vieilles. Ce qui fait qu'on en a à l'âge médian, c'est-à-dire on en a 50% qui ont déjà 35 ans. Il faut savoir que ces centrales nucléaires ont été conçues pour produire de l'électricité pendant 40 ans. Donc 5 ans, en fait, il ne reste que 5 ans là. Sinon, on les ferme. Et il y en a 30% qui ont plus de 40 ans, donc elles devraient déjà être fermées. Donc là, on devrait diminuer notre production d'origine nucléaire, d'électricité d'origine nucléaire, tout de suite là, de 30%. Et là, c'est quand même problématique. Bon, elles peuvent fonctionner beaucoup plus, elles peuvent fonctionner jusqu'à 60 ans même. Alors l'État leur a donné que 10 ans supplémentaires, donc jusqu'à 50 ans. Mais il faut vraiment leur donner beaucoup plus que 10 ans et même 20 ans pour déjà se laisser le temps d'en construire, j'en parlerai juste à la fin. Mais maintenant, un petit point de savoir comment on est vraiment fourni en électricité. Parce que, et là, c'est vraiment le point clé. On va voir le rôle de l'Union européenne là-dedans. Et c'est pas que du beau. Dans les années 90, comme je vous ai dit, donc juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a nationalisé toutes les entreprises qui fournissaient de l'électricité. Et donc EDF était encore un monopole national dans les années 90. Sauf que, et donc fournisseur unique, il n'y avait pas d'autres Engie et compagnie, qui produisaient et qui vendaient à ses clients. Donc ils étaient libres de fixer le prix comme ils voulaient. Évidemment, comme c'était national, il y avait une main de l'État aussi dedans pour savoir quel prix il fallait mettre, sachant que maintenant les réacteurs nucléaires, à cette époque-là déjà, étaient largement autofinancés. Mais années 90, même un peu plus, 96, plusieurs directives européennes, je ne vous les ai même pas mises parce qu'il m'aurait fallu 3 jours pour toutes vous les dire, plusieurs directives européennes pour libéraliser le marché de l'électricité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vente d'EDF à du privé. Donc dès les années 96, puis 2003, et il y a eu la loi NOM en 2009 ou 2010, je crois, qui elle a créé l'AREN, donc l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, qui en fait vend, donne même, plus que vend, de 100 TWh, donc quasiment 1/5 de notre production annuelle d'électricité aux fournisseurs alternatifs. Et donc, août 2004, on a transformé EDF en EPIC, donc un établissement public à intérêt national, industriel et commercial, voilà, merci, à une SA. Donc là, c'est vraiment une privatisation. EDF n'est plus est française encore, mais a été privatisée à hauteur de 15 à 20%. Il y a eu après beaucoup de changements, mais là, dernièrement, on était un peu plus de, je crois qu'on était à 18% de privatisation juste avant le rachat de toutes les parts des actions. Annoncées, mais non réalisées encore. Et donc, vraiment, les objectifs des directives de l'Union européenne, là, c'était vraiment de libéraliser le marché français, de l'incorporer dans un marché unique européen et de faire jouer la concurrence. Faire jouer la concurrence pour, soi-disant, baisser les prix. On le voit actuellement, ça marche super bien. Et donc pour cela, ça veut dire vendre des centrales de production à des organismes privés. Alors quand je dis centrales de production, ils n'ont quand même pas été jusqu'à vendre nos centrales nucléaires. Encore heureux. Mais par contre, les barrages hydrauliques, oui.
Les éoliennes qui s'implantent actuellement, ce n'est pas la propriété de l'État, c'est la propriété d'organismes privés. Et donc, comme je vous le disais, le marché donc, de l'Arenh donnait 100 TWh à 42 € du mégawattheure, qui était valable dans ces années-là, mais qui est absolument plus, parce que maintenant l'électricité, je vais vous le montrer juste après, est rendue à 500-600 € du mégawattheure. Donc en fait, évidemment que les fournisseurs d'énergie alternative se servent grassement dans ce paquet-là. Donc justement, l'évolution du prix de l'électricité depuis 2001, vous avez l'Arenh ici en pointillé. Donc on voyait que déjà pendant le choc de la crise mondiale, c'était déjà très mauvais. Et vous avez en vert, j'ai même pas pu le mettre sur le graphe parce qu'il commence à 20 € le mégawatt et le tarif régulé d'EDF en 2022, qu'on appelle le TRV bleu, il est à 17,4. Mais sauf qu'il n'y a même pas le graphique, il est dans les dates en fait. C'est quand même assez problématique. Mais donc on voit toute cette hausse là, on est quasiment à 500 maintenant, euros du mégawattheure, et encore c'est au 1er août 2022, je crois que maintenant on est un peu plus. Toute cette hausse, les fournisseurs d'énergie alternative se servent de l'Arenh. Mais EDF, eux, sont obligés de le facturer à 17 €. Mais sauf que eux l'achètent à 500 sur le marché, parce que c'est un marché économique, je vais vous le montrer juste après. C'est un marché de trading, et donc vraiment purement libéral. EDF achète son électricité aux alentours de 300-400 €, mais ils sont obligés de leur vendre à 17 €. C'est la loi qui impose ce tarif-là. Donc en fait, c'est une pure escroquerie. Et la différence, évidemment, c'est nous qui le payons. Hein. Je pense que vous vous en doutiez. Et donc, ils achètent l'électricité. Maintenant, c'est un marché dit de gros, donc c'est vraiment du trading, où on achète de l'électricité fictive sur les marchés. On peut l'acheter jusqu'à 3 ans en avance, jusqu'à la veille de la consommation. Et le prix de l'électricité, comment il est déterminé? Parce que, bon, c'est bien beau de dire on a plusieurs... Parce qu'on a de l'énergie, de l'électricité nucléaire, on a du charbon, on a de l'éolien. Comment on fixe ce prix de l'électricité? En réalité, c'est... Alors, une phrase un peu complexe, mais c'est le coût marginal de la centrale, souvent thermique, la plus chère qui va produire le dernier kilowattheure consommé. En gros, on va les ranger de celles qui coûtent rien du tout à faire fonctionner jusqu'à la plus chère. On sait qu'on a besoin de consommer une certaine quantité de kilowattheures, et le prix de l'électricité, ça va être le prix de la centrale, de son coût de fonctionnement, la plus chère. Et bien souvent, parce que les centrales thermiques sont très pilotables, on peut les arrêter quasiment instantanément, c'est elles qui vont fixer leur prix. Et c'est pourquoi, dans le graphe d'avant, ça montait en flèche, c'est à cause du gaz, c'est à cause des centrales thermiques au gaz que est fixé le prix de l'électricité, et donc que le prix de l'électricité a augmenté parce que le gaz a augmenté. Et je ne sais pas si vous avez fait gaffe à la temporalité juste avant, bien avant l'invasion de la Russie en Ukraine. Et donc voilà un petit schéma récapitulatif que j'ai trouvé sur YouTube sur comment fonctionne le marché économique européen. Vous avez donc la production qui est EDF, mais aussi d'autres personnes, parce que je vous ai dit qu'on avait vendu des centrales de production. Donc vous avez RTE qui va transmettre l'électricité, puis Enedis avec leur beau compteur Linky. Et donc nous, après, on est facturé. Mais la facturation, il y a l'État qui en prend une partie, évidemment, pour des taxes, pour subventionner les renouvelables, évidemment. La CSPE, la TICPE, et j'en passe des vertes et des pas mûres, il y en a tellement. Et donc le fournisseur, c'est lui qui se paye, donc EDF, mais aussi les autres. Il y a plus d'une quarantaine, je crois, de fournisseurs alternatifs d'énergie en France. Et eux, où achètent-ils leur électricité? Donc sur des marchés de gros, donc c'est vraiment des marchés économiques où ils ne voient passer absolument aucun électron d'électricité. Et donc c'est des marchés qui incluent l'Arenh, mais aussi d'autres choses, des contrats à terme, donc c'est-à-dire ils vont estimer le coût de l'électricité à 6 mois, à 1 an, à 2 ans, donc ils vont acheter par spéculation de l'électricité. Et donc c'est un marché qui est en constante évolution comme cela. Donc souvent en ce moment, ils achètent très peu d'électricité à 500 € le mégawatt parce qu'ils peuvent l'acheter pour 3 ans en avance. Donc en fait, ils l'ont déjà acheté principalement. C'est juste les petites régulations parce qu'ils ne connaissent pas la production qu'il faudra faire à cause de la météo ou différents comportements. C'est juste ces 500 € le mégawatt qu'on a vu tout à l'heure, c'est juste de l'achat de l'électricité pour ajuster le coût et le nombre la quantité d'électricité qu'il faudra fournir aux Français. Mais c'est quand même une machine qui est mais impossible à débunker sans
sans sortir de l'Union européenne, évidemment, parce que marché économique européen, vous voyez bien, il y a des traités, il y a tout ça qui met en jeu l'ensemble. Et maintenant, on a des membres de l'Union européenne, nos chers amis, qui nous mettent des bâtons dans les roues. Alors là, c'est la Commission européenne. Ils nous interdisent de vendre des véhicules neufs, des véhicules à moteur thermique, donc hybrides compris, dès 2035, donc pour du neuf. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut passer aux véhicules électriques, parce qu'on n'a pas d'autre choix, comme je vous l'ai dit. Mais on la produit comment, l'électricité? Ça, c'est déjà une première question. Et puis, bon, les matériaux aussi pour faire la batterie, on va les chercher où? En Chine. Mais dans quelles conditions elles vont être extraites? Est-ce que ça va être des enfants qui vont extraire les matériaux? Toutes ces questions environnementales, sociologiques, même de souveraineté, puisque là, on va dépendre exclusivement de la Chine, puisque c'est que la Chine qui fabrique les batteries. Même si vous avez une voiture de marque française, la batterie est chinoise, donc en fait, c'est une voiture chinoise. Quelle éthique avons-nous à se fournir en Chine qui vont employer ou pas, qui vont réduire en esclavage des enfants pour extraire les matériaux utiles à la fabrication de batteries? Tout cela, il faut y penser en achetant un véhicule électrique. De plus, là, c'est un petit graphe qui a été calculé donc, par un chercheur du CNRS cette année. Ça, c'est les scénarios du GIEC. Donc ça, c'est le scénario de référence. C'est en gros, on laisse faire tranquillement. Donc il y a un petit peu d'électrification du réseau électrique. Donc ici, vous avez la représentation de la quantité de lithium en haut et de cobalt en bas qu'il faudrait extraire par année pour produire les voitures électriques qui seront mises en circulation, pour créer des batteries au lithium. Et en dessous, vous avez le scénario qu'ils ont tous en tête, diminuer le réchauffement global de la Terre à 2 degrés pour 2050. Ben, vous voyez la différence? Donc ça, c'est électrification massive du réseau routier. Et bien là, en fait, on triple la production annuelle, l'extraction annuelle de ces deux matériaux, lithium-cobalt. Mais qui c'est qui va les extraire, ça? Comme je vous le disais, ça va être des enfants. Donc quels sont les impacts écologiques déjà de cette extraction minière? Là, on n'entend aucun écologiste, soi-disant, hein, la Sandrine Rousseau, Yannick Jadot, etc., dire que eux qui prônent le véhicule électrique, ça leur pose aucun souci d'aller extraire dans des mines du lithium, du cobalt, et j'en ai zappé des matériaux parce qu'il y en a un peu plus que deux. Hein. De même, sur l'esclavagisme des enfants en Chine, là, ça pose aucun problème non plus, éthique. Et puis enfin, économique aussi. À quel prix on va payer ces matières? Parce que si la Chine a un monopole, elle va être aussi libre de fixer son prix, mais l'objectif de la Chine, c'est de s'enrichir. Et donc, elle va fixer son prix à la hausse, évidemment. Enfin, vendredi dernier, donc ça c'était jeudi dernier, hein, donc il y a quelques jours que ça a été fixé là sur les véhicules thermiques. Vendredi dernier, le lendemain, la Pologne a annoncé recourir à Westinghouse, donc une entreprise américaine, pour construire sa première centrale nucléaire, puis d'autres par la suite. On est sur un plan de 40 milliards de dollars d'investissement, donc 40 milliards d'euros, puisque maintenant ils sont à la parité, mais pas la France, pas EDF. Il y avait aussi un concurrent coréen, mais on s'en fiche un peu. Pourquoi ne pas avoir choisi EDF? Donc je croyais que l'Union européenne, c'était les amis, on se tendait tous la main, on dansait tous ensemble. Ursula von der Leyen, elle n'est pas contente de ça? Moi, je n'ai pas entendu sur ce sujet. Je n'ai même pas entendu un seul ministre français parler de ce sujet-là, ce week-end. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Maintenant qu'EDF va être entreprise française en plus, entreprise nationale. Donc, c'est le rôle des ministres du budget, de l'économie, de la transition écologique, de dire à la Pologne, hey, tu vas nous choisir. Parce que solidarité européenne, non, il n'en est rien. Donc, comment on va faire dans les prochaines années? Alors, c'est un peu l'ouverture de la conférence. Donc, comme je vous ai dit, réacteur nucléaire qui a au moins 35 ans pour plus de la moitié, et voire pour un bon tiers, plus de 40 ans, dont on a déjà fermé 2, et dont le PA de Flamanville devrait être mis en service que d'ici 2 à 3 ans. Bon, nous, ce qu'on a comme idée aux Patriotes, c'est déjà de les exploiter jusqu'à 60 ans. C'est largement faisable, et je dirais même plus que 60 ans, mais même déjà 60 ans, c'est largement bon. Mais pour cela, il faut s'activer aussi. Il faut construire des EPR de remplacement, parce que pour remplacer les plus vieilles centrales. Vous voyez, Bugey, qui n'est pas très loin d'ici, il y a déjà 4 réacteurs qui ont plus de 41 ans. Donc ceux-là, il va falloir les remplacer vite.
Donc l'EPR va pouvoir le faire, mais dans les 10 EPR de remplacement que j'ai calculé, c'est juste pour maintenir la même production d'électricité. C'est même pas pour tenir en compte d'éventuelles augmentations que je vais vous présenter juste après. Donc en fait, il en faudrait 10. Bon, bah, on en a un en construction et on a mis 15 ans. Parce qu'on a perdu un savoir-faire sur la construction. On ne sait plus faire les aciers. C'est quand même dingue. France, terre métallurgique, on ne sait plus faire d'acier pour les centrales nucléaires. Pourquoi? Parce que ça a été remplacé par des modélisations numériques. Et les modélisations numériques, en fait, sont à chier, excusez-moi du terme, mais ne savent plus faire aussi bien que les métallurgistes, dans les fondeurs qui avaient, à la couleur de l'acier en fusion, savaient quand est-ce qu'il fallait s'arrêter et couler l'acier. Maintenant, on ne sait plus faire ça. On n'a jamais produit d'aussi mauvais acier aujourd'hui que depuis 40 ans. C'est quand même grave. Et les aciers chinois, je ne vous en parle même pas. Hein. C'est de la merde. Et donc tout cela, ça s'incorpore dans une dynamique de croissance de la consommation d'électricité, quand bien veuillent nos dirigeants. Ça, c'est dans le rapport de la RTE qui est ultra complet, c'est la trajectoire de référence de l'étude, c'est-à-dire il y aura une augmentation de la demande en électricité. C'est un caractère qui est ni pessimiste ni optimiste sur la consommation d'électricité. Cette prévision de consommation d'électricité n'incorpore même pas la réindustrialisation de la France. Non, non, là on est dans le cas actuel, ça augmente parce qu'on va créer un peu d'hydrogène, comme vous pouvez voir là. On va évidemment électrifier encore un peu plus l'industrie pour supprimer la dépendance gaz. Tout ça, ça a été fait avant la guerre en Ukraine. On va évidemment augmenter l'électrification dans les transports parce que, et ils disaient dans leur projection, ce n'était pas encore voté dans l'Union européenne, fin de la vente des véhicules thermiques en 2040. Donc déjà, en fait, l'étude elle est caduque parce qu'on aura 5 ans d'avance. Donc il faudra en fait décaler un peu tout ce graphe encore un peu plus vers la gauche. Et donc une augmentation encore un peu plus grande vers 2050. Donc vous voyez déjà c'est une trajectoire de référence mais qui est caduque. Le rapport il a 1 an. Et enfin avec le résidentiel ou le tertiaire, donc principalement les bâtiments pour les grands bureaux, avec des légères diminutions. Tout ça c'est 35% d'augmentation de l'électricité. Si vous partez de la valeur aujourd'hui jusqu'à la valeur... ça, 35% d'augmentation. On la produit comment cette électricité? Donc moi j'ai fait le calcul, c'est 35% d'augmentation, c'est 14 EPR type Flamanville qu'il faut ajouter. Mais c'est 10 plus 14, c'est pas 10 plus 4, c'est bien 14. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a un parc éolien offshore qui a ouvert au large de Saint-Nazaire là, récemment. La puissance installée, c'est un tiers d'un EPR. Donc en fait il faudrait ce parc offshore multiplié par 14, multiplié par 3, je vous laisse faire le calcul, pour combler ce vide. Là. Donc en fait, vous entourez toute la France de parcs éoliens offshore. Mais en plus, ça c'est la puissance installée. Les éoliennes offshore sont très peu rentables. Il faut diviser quasiment par 2 la puissance réellement produite. Donc en fait, vous multipliez dans la grande multiplication par 2 le nombre de parcs éoliens offshore qu'il faut faire. En fait, on voit bien que l'éolien offshore, ça ne peut pas le faire. Même si on augmente leur efficacité, leur puissance installée, on n'arrivera jamais autant qu'avec 14 EPR. 14 EPR, je vous parle de 14 réacteurs EPR. Sur un seul site, comme à Bugey par exemple, il y en a 4, on pourrait déjà en mettre 4. Ça ne changera pas grand-chose. Donc ça, c'était un peu ma conclusion pour vous dire, voilà, on n'a pas beaucoup de solutions pour envisager les pires scénarios. Parce que sinon, le pire scénario, c'est qu'on ne consomme plus du tout d'électricité, mais on vit dans le noir, on retourne au XVIe siècle. Je ne pense pas que c'est le modèle que tous veuillent ici et même tous veuillent dans le monde. Donc il va falloir combler ce gap. Et donc on ne va pas avoir le choix que de lancer des gros programmes de production d'électricité d'origine nucléaire pour faire tout ça. Mais ça nous laisse très peu de temps, hein, parce que là il y a 30 ans. Hein, et encore, on avance. Hein, donc on a 30 ans en fait pour le faire. Donc voilà, c'était mon ouverture pour vous dire il va falloir construire des EPR pour subvenir tout ça et pour juste pas avoir se serrer la ceinture et ne pas vivre aujourd'hui à 19 degrés, demain à 16 et en 2050 à 8. Quoique ça se réchauffe, donc peut-être qu'il n'y aura pas besoin. On pourra, si avec un bon régime, un bon mode de fonctionnement, 10 ans, ça devrait le faire.
Un EPR, ça permet de remplacer 2 à 3 réacteurs nucléaires, même 3 à 4, je dirais même, réacteurs nucléaires. Parce que les premiers, les plus anciens, étaient beaucoup moins puissants pour fournir de l'électricité. Et donc oui, on peut en remplacer plus. C'est pour ça qu'il en faut aussi beaucoup moins, parce qu'on a 50 et quelques réacteurs nucléaires en France, 56 il me semble, ou 54 après Fessenheim, j'ai plus le chiffre en tête. 10 suffisent à juste les remplacer pour moins les faire, pour les renouveler, les rajeunir. C'est pour ça, donc on voit, s'il y a 1 pour 4, à peu près 1 pour 5, ça suffit. Parce qu'en fait, dans la batterie, bon, non, je ne mets même pas de planche là-dessus, mais dans la batterie, c'est une conversion qu'on va faire de l'électricité en énergie chimique. C'est-à-dire, elle va vraiment être stockée de façon chimique. Et d'ailleurs, si vous laissez une batterie même de voiture sans utilisation, au bout d'un certain moment, elle se décharge. Donc, c'est déjà même pas un mode de stockage efficace. Donc, pourtant, on peut le faire du transitoire comme ça si on en produit plus. Par exemple, actuellement, si on avait ce genre de système, on pourrait stocker dans des batteries et se dire peut-être que dans un mois, quand il fera un peu plus froid, on aura plus besoin d'électricité, on pourra les reconvertir. Mais déjà, il y a un rendement qui n'est pas de 100%. Et en plus, au cours du temps, ça peut s'amenuiser. Donc, c'est une solution, mais si on parle là de sobriété énergétique, de ne pas gaspiller de l'énergie, c'est ça aussi, c'est augmenter au maximum nos rendements et donc stocker juste en batterie, c'est pas la solution. Il y a Flamanville qui se termine d'ici 2 à 3 ans, je crois, 2024, c'est prévu, fin 2024. Sauf nouvelle aléa, normalement ça devrait aller, d'après les informations que j'ai. Et ensuite, Macron a fait une grande conférence au Creusot, etc., il y a maintenant un peu plus d'1 an. Il a annoncé 7 EPR, mais c'est tout. Voilà, on en est actuellement. Je crois qu'il y a un projet de loi qui va arriver quand même début du mois prochain. Là, demain, c'est le mois prochain, donc je peux encore le dire. Donc début novembre, il y aura un projet de loi pour planifier peut-être tout ça, mais j'attends de voir ce qui va être dit. C'est pas dit. Mais pour le moment, c'est statu quo. Pour le moment, il y a un seul réacteur EPR en construction. Les autres ne sont pas encore prévus. On ne sait pas où, on ne sait pas quelle date, quelle échéance, par qui, parce que EDF, comment ils vont faire. On leur a reproché de transformer leur personnel en personnel de maintenance et pas en personnel de constructeur de centrales nucléaires. C'est pour ça aussi que le PDG d'EDF s'est bien fait limoger comme il faut il y a quelques mois là. Et donc c'est pour ça, ils n'ont même peut-être pas le personnel pour construire les centrales là. Donc ça va. Ouais. En Finlande aussi, il y en a, alors je ne vous prononcerai pas le nom de la ville parce qu'il est imprononçable, mais oui, ils en ont lancé un là, il y a 3 semaines je crois, en Finlande, et ça fonctionne très bien. En Chine aussi, il y en a 2, il me semble, en Chine qui fonctionnent. Et celui de Royaume-Uni, je crois, a un peu de soucis. Je crois qu'ils ont arrêté de le mettre en route, mais ça va vite revenir. En soi, c'est pas et j'avais 2-3 planches là-dessus, il me semble, c'est pas la technologie EPR en soi qui pose problème. Les problèmes de Flamanville, c'est pas parce que la technologie, mais il n'est pas construit, donc on ne peut pas juger la technologie. C'est juste qu'on ne sait plus faire de bonne soudure sur les cuves. C'est plus parce qu'on ne sait plus faire de bons aciers. C'est ça le souci de l'EPR, plus que la technologie qui est caduque. Ouais, c'est ça. Parce que dans les aciers, il y avait des rotassures dedans, donc il y avait des porosités dans les aciers, donc des trous en fait. Et ça, c'est pas acceptable. On n'a plus de soudeurs hautement qualifiés pour justement assembler la cuve. Parce qu'on ne peut pas faire couler une cuve, ça ne tient pas debout. Donc c'est pas juste dû aux réacteurs de la 3e génération, c'est des réacteurs de la 3e génération, donc contrairement au... Ce sera le même principe, hein, ça sera une cocotte minute avec de l'eau en ébullition, sous forme vapeur. Mais la 3e génération veut dire qu'ils sont encore plus sécuritaires que ceux actuels. Et en plus de ça, produisent beaucoup plus d'électricité. C'est pour ça qu'on peut en remplacer plusieurs. Regardez ce graphe. Là-dedans, il y a Fukushima, il y a les 3 accidents nucléaires majeurs de ces 50 dernières années. Si vous rapportez la quantité d'électricité qu'ils ont produit, c'est beaucoup moins que le charbon, que le pétrole, que le gaz, que même la biomasse. Que tout ça. Et même les panneaux photovoltaïques qui ne sont pas sur le graphe, désolé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas faire d'économie sur la sécurité. Évidemment. Et ça n'a jamais été le cas pour la France. L'utilisation de l'énergie hydraulique, ça donne le barrage de Jouglan.
Ouais. qui pourrait submerger Oui. l'Iran sous sa mètre d'eau. Oui. Et il y a autre chose, on ne peut pas se permettre non plus une politique agressive et belliciste. Parce qu'un pays qui a 56 réacteurs nucléaires ne peut pas recevoir même une bombinette hypersonique. Oui. Hier, j'écoutais une émission sur la relation entre les États-Unis et la Chine, et il était dit qu'il va falloir que l'OTAN entre en guerre contre la Chine. Alors on ne peut pas à la fois demander aux Chinois de nous fournir des batteries et en même temps vouloir entrer en guerre contre Exactement. Là, c'est une autre thématique, ça rejoint presque la thématique de la conférence précédente. Mais oui, il ne faut pas jouer avec le feu. Attention. C'est très dangereux. Mais le moyen de production en temps normal, parce que là, il n'y a pas trop de guerre à ce moment-là, ça ne tue pas. Parce que là, en fait, le nucléaire, c'est un peu comme un avion. Hein. Il tombe, ça va faire beaucoup de morts. Mais il transporte beaucoup. L'avion, c'est le moyen de transport le plus sûr au monde. Même le vélo tue plus. Le nucléaire, c'est pareil. Un barrage, comme vous l'avez dit, s'il cède, il peut décimer une population entière. C'est déjà arrivé en Chine, à plusieurs endroits dans le monde. Les panneaux solaires, si vous les montez du toit, le gars tombe, il peut mourir. Et ça, c'est le projet Astrid, les projets des réacteurs de 4e génération, dont je n'ai pas de planche ici. Le CEA avait un programme là-dessus pour créer un réacteur pilote d'ici les années 2050 pour justement prévoir l'après. Ils avaient tout planifié, ils savaient combien de paires il fallait qu'on construise, qu'au bout d'un certain temps commençait la construction des réacteurs à neutrons rapides comme on dit, qui sont encore plus efficaces, qui nous permettent même de ne plus avoir de demande d'uranium de la ressource, donc fonctionner en cycle fermé. Macron, dès qu'il est arrivé en 2017, a fait suspendre ce projet. Purement idéologique. Et ça a été... Oui, voilà. C'est aussi un autre sujet. Donc pour résumer, le projet ITER, c'est en fait faire, grossièrement, je vais simplifier, ce qui se passe dans le Soleil. C'est-à-dire on va faire fusionner, parce que là c'est de la fission, donc on casse des noyaux atomiques, là on va en assembler pour, ça produit encore plus d'énergie. ITER fonctionne très bien, il se développe très bien, même avec le Covid, ils ont eu un peu de retard, mais ça se passe très bien. Dans mon labo, il y en a plusieurs qui travaillent sur le sujet d'ailleurs. C'est un bon projet. Alors il faut savoir que ITER à Cadarache, donc pas très loin d'ici au final, un petit peu, mais c'est un projet expérimental. Il n'a pas pour vocation de créer, de distribuer de l'électricité en France, ni même en Europe. C'est absolument pas prévu. C'est juste un projet expérimental d'une grandeur assez conséquente, très industrielle, pour voir si la technologie fonctionne bien. Parce qu'on arrive à en produire à l'échelle laboratoire. On a souvent vu passer des articles en disant oui, la Chine a réussi à créer un mini-soleil dans leur labo, etc. Oui, c'est bien, mais une demi-seconde. Là, le but, c'est d'en produire tout le temps, quoi. Donc après, on va avoir une quantité d'énergie folle, d'électricité assez conséquente. Donc là, c'est un très bon point. Mais là, il ne faut pas compter là-dessus pour combler le gap à 2050. Ça, c'est 2100. Donc on ne sera plus là, hein. Même pour les plus jeunes. Alors, il y a une entreprise en France, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui fait ce qu'on appelle des petits réacteurs modulaires. Donc, c'est genre 1/5 d'un réacteur classique qu'on a actuellement. Voilà, c'est ça, ce qu'on appelle les SMR en anglais, les Small Modular Reactors. Il y a une entreprise en France qui fait ça, mais on n'a pas encore le régime industriel pour le produire. Par contre, ça permet de réduire les coûts, parce que là, on peut les produire en série, quoi. Comme les avions, on les produit en série et basta. Alors, il y a une entreprise américaine qui sait en faire. Il y a en Russie, ils ont quand même un réacteur sur barge, parce qu'on peut même les mettre sur mer. En Russie, il y a 2 réacteurs sur barge modulaires comme ça. Mais en France, on est en train d'en développer. Ils utilisent en fait la technologie des réacteurs nucléaires dans les sous-marins pour produire comme ça en atmosphère confinée. Là, on sait très bien faire là-dessus, avec Naval Group notamment. Mais c'est une filiale de Naval Group qui produit ça. Des petits réacteurs. Alors le thorium, c'est encore de la fission quand même, mais c'est le même principe. Et après sel fondu, c'est juste c'est des sels en fait qui vont servir à refroidir le thorium et à faire tourner l'alternateur. C'est en fait, on supprime juste la vapeur sous forte pression de la cocotte minute. Là aussi, le thorium, il y a des pistes. C'est absolument
très peu développé en France. Même au CEA, dans les recherches très fondamentales, ils l'ont abandonné. Il faut juste une réaction qui permette d'initier la réaction en chaîne du thorium, la fission du thorium, et ensuite tout se passe bien aussi. Mais c'est aussi une des perspectives qui n'est absolument pas envisagée actuellement. Mais plus loin même, dans les réacteurs à neutrons rapides, on a tout ce qu'il faut en France. Parce qu'il faut bien comprendre aussi que dans une centrale nucléaire actuellement, vous avez une certaine quantité d'uranium, on va dire 100 grammes. Il n'y en a que 5 qui servent effectivement à produire de la chaleur pour produire de l'électricité. Et à la fin, on les injecte, on attend 4 ans. À la fin, il en reste à peu près 2 grammes. Donc en fait, il n'y en a que 3 grammes environ, j'ai plus les chiffres en tête, mais qui servent effectivement à produire de l'électricité pendant 4 ans. Ensuite, on sait les séparer. Ça, c'est l'usine de La Hague d'Orano dans la Manche. Et donc, on sait les réutiliser, mais pas dans un cycle infini. On peut les réutiliser 2 à 3 fois, l'uranium qui n'a jamais servi, en réalité. Après, il y a des enrichissements isotopiques, c'est un peu complexe, mais qui permettent plus de les utiliser à bon escient. Avec les réacteurs à neutrons rapides, donc c'est la 4e génération, c'est notamment avec des réacteurs à sel fondu, c'est ce qui existait auparavant avec Superphénix, etc. dans les années 80. On sait utiliser les 95 grammes d'uranium restants. Donc là, en fait, on a une source d'énergie qui est incommensurable. Et en France, comme en plus on retraite tout, on a entre 1000 et 1500 ans d'autonomie d'uranium là-dessus. Il faut juste développer le projet. Et Macron l'a fait arrêter en 2017. C'était le projet Astrid. C'est encore pire ce que j'ai eu sur Superphénix, c'est qu'ils avaient détruit les archives. Oui. Oui, hein. Ils ont ouvert les locaux et Nicolas était venu avait détruit les archives. Oui, hein. Ah, bah là, c'était clairement politique. C'est comme l'idéologie allemande à ne plus avoir recours au nucléaire. Et là, ils se disent « Ah, on va peut-être se la garder encore 1 ou 2 ans, la centrale, parce qu'on n'a plus de gaz, quoi. » Mais là, sinon, on les fermait, quoi. Bah, les Allemands fermaient leur centrale, là. Pour éviter cette hausse, il suffit de la diminuer, tout simplement. Pour combler le gap de production à faire, vous diminuez la consommation. Donc ça, c'est les passes énergétiques. Et c'est ce qu'ils ont en tête à des échéances, on va dire, même pas 10 ans. Je prends des sécurités, mais à mon avis, ça viendra même bien avant. Ça va être l'idée d'une carte crédit carbone. Quand vous allez faire vos courses, on va avoir un certain nombre de seuils de carbone, de CO2 à consommer. Et après, on ne pourra plus rien acheter. Il y aura des passes énergétiques, vous pourrez... en fait, l'interdiction de la voiture thermique, déjà, c'est un pass énergétique déguisé. Vous n'aurez plus le droit d'acheter une voiture électrique, une voiture thermique neuve d'ici 15 ans, même pas, 13 ans. Donc ça, c'est un pass déguisé, en fait. La vignette critère pour les ZFE, les zones à faible émission, je ne sais pas si à Lyon, il y en a une qui va se développer. Ça ne m'étonnerait pas du maire. À Toulouse, c'est pareil. 2025, les critères en dessous de 2, je crois, n'ont plus le droit de circuler dans le centre-ville. Ça, c'est une directive européenne aussi, et ça, c'est un pass énergétique déguisé. Mais donc voilà, toutes ces idées de ZFE, etc., c'est beau, c'est pour la planète, c'est pour rendre une mobilité plus durable. Tous ces beaux termes-là, c'est des passes énergétiques déguisés, c'est des crédits carbone, c'est tout ça en fait. Oui, en fait, on va appliquer un peu la décroissance des économies. Voilà, c'est exactement. Je ne suis pas sûr que la voiture de Jadot ce week-end était une électrique. Là, je ne sais pas pourquoi ils font ça. En tout cas, c'est un coup d'épée dans l'eau, c'est un coup de poignard dans le dos. Mais je ne sais pas pourquoi ils interdisent les véhicules. Si, en réalité, c'est pour tenir les objectifs de la COP21, les accords de Paris sur le climat, etc. Mais là, c'est purement politique. Mais ils ne proposent pas de solution derrière. Donc en fait, là, c'est toute l'Union européenne qui va être bloquée d'ici 2 ans. Ou alors, une autre solution, c'est qu'on va acheter massivement des véhicules thermiques efficaces ou non avant 2035, 2030 à 2035. Comme ça, ils vont pouvoir nous durer plus longtemps. Mais après, la solution se posera quand il faudra les remplacer. Ça c'est pareil, ça c'est se cacher derrière des idéologies. Pourquoi on ne s'en prend pas aux Chinois non plus qui représentent 10 à 15% des émissions globales de CO2 ? Eux, ils revendiquent le droit de polluer. Ouais, pourquoi pas nous ? Alors peut-être parce qu'on l'a fait historiquement et donc il y a un devoir de moralisation. Ils sont 1,7 milliard. Oui, mais même rapporté, ils produisent... Qui consomment, qui brûlent, il faut être cohérent. Même s'ils bouffent 15, s'ils prennent
Ouais. En plus là-dedans, parce qu'on est bon client quand même, on émet quand même très peu de CO2, mais c'est vrai, on fait produire des choses en Chine. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on le mette à notre compte aussi tout ça? C'est des questions aussi à se poser. Donc aussi cette réflexion à avoir de est-ce que ce système hyper mondialiste d'aller produire à l'autre moitié de la planète, est-ce que ça tient debout encore aujourd'hui, même pour des enjeux climatiques? Voilà. Donc une des autres solutions aussi, c'est la réindustrialisation évidente, c'est le réemploi, la réutilisation des objets, même juste peu usagés, la réparation des machines, des appareils électriques, etc. Notre but aussi, c'est de la sobriété, mais pas aller acheter 150 téléphones par mois, quoi. Il y a aussi cette réflexion-là à avoir. Mais là, c'est l'influence du mondialisme, de l'américanisme, à vouloir toujours consommer, surconsommer. Et ça ne peut pas tenir debout. On voit bien que de toute façon, on est un peu pris là, on est un peu dans une impasse et il faut trouver une solution. Et il y en a plusieurs. Déjà, on se libère de l'Union européenne, évidemment, comme ça, on retrouve notre marché économique européen, il devient français. EDF redevient monopole mondial, français. Il pourra fournir l'électricité comme bon lui semble. On arrête l'Arenh parce que c'est une absurdité sans nom. On construit notre propre centrale nucléaire. On en exporte s'ils veulent, mais bon, les Polonais, a priori, ne sont pas chauds. Mais bon, on trouvera d'autres clients. Et puis voilà. C'est tout ça. Et en plus, pour limiter les influences de passe énergétique, passe carbone, crédit carbone, que vous l'appelez comme vous voulez, c'est se recentrer, arrêter l'hypermondialisation, arrêter de signer des traités de libre-échange avec l'autre bout du monde. Voilà. En fait, c'est une vision globale. Là, on sort même de l'énergie en réalité. C'est une vision globale qu'il faut déconstruire. Donc au lieu de déconstruire les hommes comme Sandrine Rousseau le veut, déconstruisons l'hypermondialisme actuel. Donc en gros, si j'ai bien compris, il nous faut 12 EPR pour remplacer le parc et 14 pour... Ouais, 10 pour le remplacer, 10, un peu moins, tu vois. Et 14 pour ça. Donc ça fait 24. Voilà. Il y a aussi des conditions, à condition aussi de supprimer la loi qui nous dit qu'il faut fermer les centrales nucléaires, parce qu'elle est encore en vigueur là. Il y a encore une loi qui nous dit qu'il faut fermer des centrales nucléaires d'ici je ne sais plus quand. Alors, moi j'avais pas fait les calculs sur l'hydrogène, j'avais fait sur le véhicule électrique, j'avais pris des données un peu bateau. Si on remplace même d'ailleurs tout le parc de voitures thermiques en France, du particulier, j'ai pas compté les camions poids lourds, c'est un peu plus technique, c'est 6 à 7 EPR pour l'ensemble de nos véhicules particuliers de voitures, pour des véhicules électriques. 24 plus 6. Oui, évidemment, ou alors c'est la petite partie ici, mais là, il n'y a pas tout. Hein. Mais pour l'hydrogène, il faut plus. Voilà. Parce qu'en plus, le stocker, c'est plus compliqué, l'hydrogène, ça fragilise les matériaux. J'ai assisté à une conférence sur les matériaux la semaine dernière. Sur tous les matériaux, l'hydrogène, ça le fragilise. Titane, acier, nickel, aluminium. Donc, c'est compliqué de le stocker. Il y a différentes façons de stocker l'hydrogène. On peut justement, le fait qu'il soit très petit, on peut le stocker sous forme métallique même. On peut l'insérer dans un métal et il est stocké. Mais moi, je vous parle surtout de le stocker à long terme. Dans un véhicule, il n'y a aucun problème. À Paris, il y a des taxis qui fonctionnent à l'hydrogène. L'hydrogène en soi, mais c'est toujours une question d'échelle. À petite échelle, ça marche super bien. La question c'est pourquoi tu veux stocker à long terme? Parce qu'il faut le produire. Donc il y a forcément à un moment donné, on est obligé de le produire. C'est comme le pétrole, on le stocke. Après, c'est quoi ce que tu appelles long terme? Long terme, ça peut être 6 mois, 1 an. Le pétrole qu'on consomme aujourd'hui, il a pu être produit il y a plus d'1 an. Bon, quoi qu'avec le Covid, ils ont eu justement des réserves qui étaient... en fait, ils amassaient du pétrole à plus savoir qu'en faire. C'est pour ça que le pétrole, à un moment donné, était même négatif. On donnait de l'argent pour s'en débarrasser. Mais c'est illusoire maintenant en voyant 2 € du litre. Mais voilà, il y a toujours des réserves de pétrole parce qu'en jeu géostratégique, etc., on est obligé de le stocker quand même. Ah oui, mon avis sur l'hydrogène. En soi, c'est possible. Mais là, dans les visions actuelles, c'est quand même compliqué, quoi. Même avec des petits réacteurs modulaires, on peut, mais
Et puis ensuite, ça aussi, là c'est juste sur les questions énergétiques, ça nous pose aussi la question de savoir comment on approvise les stations-service en hydrogène. Il y a des enjeux. L'hydrogène, c'est un gaz assez dangereux, très inflammable, explosif. Est-ce qu'il y a des solutions pour remplacer les stations-service actuelles par une voie avec l'hydrogène? Donc il y a beaucoup de questions là-dessus. Soit on le stocke, soit on fait des pipelines d'hydrogène. Mais bon, il y a des avantages et des inconvénients surtout. Avec quoi on produit l'hydrogène? Actuellement du pétrole et du méthane, à 96%. Hein? Ah oui, là on tourne en rond. Par contre, on peut le produire avec de l'eau, mais là il faut de l'électricité. Mais voilà, s'il n'y a plus d'eau, s'il n'y a plus d'électricité, et en plus il faut une bonne quantité d'électricité pour produire de l'hydrogène avec de l'eau, par électrolyse de l'eau, il faut en produire beaucoup, quoi. Si vous avez votre éolienne qui s'essouffle un peu, qui tourne un peu moins vite, votre hydrogène, vous n'allez pas réussir à le produire. Non, on n'a plus rien. Alors, pourquoi envisager de fabriquer quelque chose si on n'a pas les ingrédients? C'est pour ça. Il y a aussi une grosse partie de... Je comprends pas tout. Mais je suis complètement d'accord. Et il y a une grosse partie de la recherche actuellement pour augmenter l'efficacité de ce qu'on appelle des piles à combustible qui produisent l'hydrogène et pour abaisser la quantité d'électricité minimale nécessaire pour le produire. Mais c'est compliqué, oui. Et on n'a pas la solution encore. Hein. Mais comme pour les panneaux photovoltaïques, hein, on n'a pas une bonne solution qui permette de bons rendements. Parce que votre soleil, il tape votre panneau, mais en réalité, il n'y a qu'une infime partie de l'énergie solaire qui sert effectivement à produire de l'électricité. C'est 20%. Pour 20%, ouais. Et les 80%, on va aller chercher où? Il faut 80% de soleil en plus. Alors la nuit, c'est quand même compliqué. Et en hiver aussi. Hein. Ouais. Ça. Utiliser l'énergie du soleil qui rebondit dans la Lune, peut-être que... Quoique, certains panneaux solaires fonctionnent en soirée de pleine Lune, ça arrive à produire un peu. C'est ridicule, hein, mais... Ouais, une fois par mois, par contre. Et il faut qu'il fasse beau, hein, faut pas qu'il y ait de nuages. Moi, je voulais revenir sur un point important de présentation qui était de faire durer la durée de vie des centrales nucléaires, parce que ça repose quand même beaucoup là-dessus, donc de passer de 40 à 60, voire même 75, je crois que vous avez... Ouais, on peut même encore un peu plus, mais... Dans quelle mesure, en fait, du coup, moi, j'ai pas la vision technique d'une centrale, en fait, qu'est-ce qui peut se détériorer, sur quoi ça joue la durée de vie d'une centrale, et je fais le lien avec les questions de corrosion qu'on a eues là cet été, Ouais. Donc en fait, il y a plusieurs principes. C'est que tu as une cocotte minute où tu as vraiment l'uranium, il vient fissionner, ça produit de la chaleur, et donc ensuite tu as des tuyaux pour refroidir, et puis tu as un deuxième circuit, le circuit secondaire, voire un circuit tertiaire, où en fait tu viens toujours refroidir de l'eau. C'est dans cette tuyauterie souvent qu'il y a des problèmes de corrosion, parce que tu as de la radioactivité du fait qu'il y a de la fission de l'uranium, et souvent c'est des tuyaux en nickel. Et le nickel, sous des effets radioactifs, peut se désagréger, faire des relargages de nickel dans l'eau. Donc là, c'est pas de l'eau qui est relarguée dans la nature. Ça, c'est des circuits qui sont ultra contrôlés parce que radioactifs. Donc ça, l'eau, c'est un circuit fermé en fait. Et c'est dans ces tuyauteries qu'il y a des problèmes de corrosion. Après, on sait les quantifier parce qu'on sait mesurer. Par exemple, en mesurant la quantité de radioactivité dans ces tuyaux, on sait combien il a été relargué d'éléments. Et donc, on sait suivre la cinétique de dégradation des tuyaux. Et ensuite, il y a d'autres phénomènes où il y avait des fissures présentes, par exemple dans la cuve, dans la grosse cocotte minute du réacteur nucléaire. Et donc là, on sait qu'il y a quelques micro-fissures à certains endroits. Et là, on les contrôle systématiquement à chaque... Alors, pas à chaque recharge, mais là, pour les visites décennales, on les a ultra contrôlées. C'est pour ça que ça a pris 6 mois, 1 an, parce que ça a demandé des techniques assez dingues. Et on les a cartographiés, on a fait des suivis de propagation de la fissure, de regarder si elle s'est développée, si en fond de fissure, en plus, il y avait des espèces qui auraient pu provoquer des choses. C'est qu'il y a une fissure, finalement... Voilà, et que la cocotte minute, en fait, cède. D'accord, ouais, ok. On va prendre encore 2 questions, s'il vous plaît. Mais là, on n'est absolument pas sur ce point-là. Hein. Ouais. On parle beaucoup de questions techniques, mais ce que je pense aussi, c'est qu'il y a peut-être aussi une volonté d'asphyxier énergétiquement l'Europe pour la désindustrialiser. C'est ce qu'on observe en fait. C'est ce qui explique d'ailleurs une politique, on va dire, énergétique aussi catastrophique avec les centrales nucléaires.
c'est allié aussi à ce qu'on a vu avec l'explosion du Nord Stream 2, pour en fait, on va dire, aspirer, que les USA aspirent en fait oui. l'industrie européenne. Donc, Ouais. Là-dedans, il y a des enjeux aussi géopolitiques, géostratégiques, économiques, évidemment. ouais. Et c'est pour ça que Macron parle d'EPR, on parle de centrales nucléaires, de la relance nucléaire. Il faut quand même avoir des doutes sur sa volonté réelle de le faire. C'est pour ça que j'attends déjà une planification des futurs EPR, ce qui n'est pas encore le cas au bout d'un an. Je crois que c'est un enjeu de politique générale ultra rapide. J'ai pas encore de grain à moudre là-dessus. J'attends le projet de loi pour voir ce qu'il en est. Voir si on a une planification sur les 15 prochaines années, de savoir à partir de quelle date on va construire le deuxième EPR français, etc. Pour le moment, moi, toutes les belles paroles de Macron, je les ai mises dans un tiroir. Pour ça, pour le moment, pour moi, on n'aura qu'un seul EPR en France, Flamanville 3. On va prendre une dernière question et après vous pourrez poser d'autres questions Ouais. pendant le buffet. Florent, tu poses une question? Ouais, est-ce que c'est pas envisageable de mettre à jour des réacteurs actuels ou c'est pas du tout concevable? Des réacteurs qui sont encore en utilisation? Etc. Parce que tu nous as parlé d'une nouvelle tech et tout, est-ce qu'il n'y a pas juste genre, c'est basique, hein, pareil, tu connais rien en centrale, mais genre tu changes 2-3 pièces dans un réacteur et tout va bien, j'imagine que... C'est un peu plus compliqué, oui. Okay, Parce que bon, il y a de la radioactivité présente. Moi, la question à laquelle j'ai pas la réponse, c'est on a arrêté les 2 réacteurs de Flamanville. Je ne sais pas si on peut... de Fessenheim, pardon. Je ne sais pas si on peut les redémarrer. Ça, c'est une question technique, par exemple, j'ai pas la réponse. J'aurais aimé pouvoir vous le dire, mais je ne sais pas si techniquement parlant, c'est possible. Ils n'en ont pas parlé pour l'instant. Non. EDF, c'est pas mouillé non plus. J'ai quelques experts au labo, je pourrais essayer de leur tirer 2-3 verres du nez, mais